Tout le monde m'entend bien? Excellent. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Donc, mon but est vraiment de vous faire vivre mon témoignage comme si vous auriez été présent ce soir-là du 16 juillet. C'est sûr que cette journée-là, c'était une journée qui était magnifique, à ciel ouvert, mais malheureusement, ça s'est vite mal fini. Donc, 18h42, préalerte à l'urgence à Montmagny. 2 blessés, accident grave d'avion. C'est sûr que c'est une nature très exceptionnelle, un accident d'avion à Montmagny. Fait que, ouf, on s'est dit, my God, qu'est-ce qui va se passer? Fait que c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'émotions dans l'air avec mon équipe de travail. Puis, c'était sur l'heure du souper également. Fait que c'est sûr que j'ai utilisé mon leadership pour être sûr de donner un rôle préétabli à chacun pour que chacun puisse faire un rôle optimal pour être sûr d'avoir des soins à notre patient. Fait que c'est sûr qu'il y avait un grand enjeu à ce volet-là, parce que c'est sûr, avec la trajectoire de service, qu'on est un centre primaire, comme on l'a mentionné, bien c'est sûr qu'on est de moins en moins habitué à recevoir ce type de clientèle qui est polytraumatisée, mais somme toute, ça a super bien été, parce qu'on a fait l'appel 811, mon chirurgien anesthésiste était déjà sur place. Puis, mon équipe était vraiment composée, j'avais 2 médecins, j'avais une préposée aux bénéficiaires, 4 infirmières, une langue-thérapeute, puis comme j'ai dit avec mon 8 en 1, l'enjeu de temps était là, fait que mes 2 spécialistes étaient également là. Donc, 19h13, dans le fond, le patient est arrivé chez nous. C'est sûr que je ne rentrais pas nécessairement dans tous les détails au niveau du patient, bien évidemment, mais je vais vous dire grossièrement un peu comment le patient était, mais comme les ambulanciers disaient, vous avez vu un petit peu l'avion, fait que c'était vraiment terrible, l'écrasement. Fait que c'est sûr, mon patient est arrivé avec un TCC très sévère, un Glasgow à 3/15, les pupilles en métriase fixe, il était en RCR, il y avait un enfoncement au niveau du crâne, des fractures multiples ouvertes au niveau des membres inférieurs. Il était en RCR, bien évidemment. Puis, c'est sûr que nous, on a vraiment travaillé fort. On voulait tout faire pour sauver le patient. On a mis des voies intraosseuses, périphériques. On a fait la réanimation liquidienne également, des compressions à l'aiguille. Mon chirurgien a fait un drainage thoracique. Mais comme je dis, on a travaillé vraiment fort, mais malheureusement, environ une vingtaine de minutes d'intervention, on n'avait pas de reprise de signes vitaux. Puis malheureusement, on a constaté le décès à 19h34. Un autre enjeu, pour poursuivre avec les ambulanciers, un autre enjeu qui était très important ce soir-là, comme on mentionnait, moi, à l'arrivée du patient, c'était pas mon intention d'avoir la bonne identité. Moi, mon but, c'était vraiment de faire la réanimation avec mon équipe de travail. Fait que c'est sûr, les constables policiers nous disaient à l'arrivée qu'il s'appelait Sébastien Robichaud. Fait que moi, on l'a appelé Monsieur X en attendant de valider tout ça. Fait que j'étais très insistante auprès de mon équipe de travail, et avec mes policiers disant, bon, c'est beau, on me dit qu'il s'appelle Sébastien, mais moi, je veux vraiment une autre pièce d'identité. Donc, on a fouillé le patient en tant que tel, qui avait encore ses vêtements, le parachute en tant que tel. On a trouvé des cartes dans sa poche avec son passeport qui nous disait qu'il s'appelait Vincent Robichaud. Sauf qu'encore là, je n'étais pas confortable parce que je me disais, je suis qui encore là pour dire que c'est la vraie identité? Ça se peut que les 2 cousins, il n'y avait pas de poche, soit échanger leur carte, quoi que ce soit. Fait que je n'étais pas confortable là-dedans. Fait que j'étais insistante à dire, moi, je veux vraiment m'assurer que j'ai bel et bien le bon patient. Malheureusement, un autre enjeu, c'est qu'entre-temps, les policiers avaient appelé le père de Sébastien Robichaud, lui disant que son fils était décédé. Donc, écoutez, je vous dis ça comme si c'était hier. Donc, le père étant plus sur les lieux de l'accident, il était physiquement présent. Il savait que son fils Sébastien était le moins blessé des deux blessés, si vous me permettez. Fait que le père est arrivé quand même rapidement à l'urgence, puis très mécontent, très émotif et avec raison. Fait qu'il me disait, je veux aller voir mon fils, mais moi j'ai expliqué, écoutez, je veux vraiment m'assurer, physiquement, il ne sera pas comme vous l'avez vu la dernière fois, je vais m'assurer, puis il voulait absolument descendre à la morgue. Donc, on est allé à la morgue et le choc, on a ouvert et effectivement, il m'a dit non, c'est pas mon fils, c'est mon neveu qui était Vincent. Fait que ça avait vraiment un impact majeur, mais entre-temps, encore un dénouement, la famille m'a appelé au téléphone, la famille à Vincent, qu'eux étaient sur la route Montréal-Québec pour s'en venir prendre des nouvelles de leur fils. Sauf qu'ils savaient juste l'information qu'il y avait un accident d'avion à ciel ouvert, mais sans plus, il n'y avait pas de détails. Sauf que moi, la famille, au téléphone, je voulais avoir des nouvelles. Moi, je les mettais en attente parce que je n'étais pas confortable de mentionner le décès. Ni mon médecin, ni les policiers voulaient comme dire ce qu'il y en était. Sauf que malheureusement, la famille était très sensible et avec raison, fait qu'on est obligé de leur apprendre malheureusement le décès au téléphone. Parce que les policiers voulaient envoyer une équipe de Montréal sur place, les faire arrêter sur le bord de l'autoroute pour être sûr que la famille n'ait pas un choc au téléphone causant un accident devant des paraises.
C'était correct, sauf que malheureusement, ça allait prendre 1 heure que l'équipe de policiers de Montréal arrive, donc on leur a annoncé ça au téléphone. C'était vraiment, comme je dis, un terrible drame. J'ai attendu que la famille arrive. Il y avait encore là des travailleurs sociaux qui étaient sur place pour nous aider à assurer le soutien émotif. Et malheureusement, à minuit, ils sont arrivés, puis on est allé avec leur désir à la morgue, puis on a vu leur fils une dernière fois décédé. Fait que c'est ça, c'est un gros enjeu. Fait que où je veux en venir dans mon histoire en tant que telle, comme je vous dis, c'est le fun de faire participer de nos apprentissages. Puis vous êtes un gros groupe aujourd'hui pour retenir ça. Fait que comme je veux vous exprimer, je ne mets pas de blâme sur personne dans l'histoire, mais dans tout ça, dans la vie, même si ça va vite en urgence, toujours s'assurer d'avoir au moins 2 identités avant vraiment de dire à la famille que le patient est décédé en tant que tel, parce que c'est sûr, ça devient très émotif puis c'est difficile à gérer par la suite. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut retenir et toujours faire un débriefing avec nos équipes pour le bien-être de tout le monde. Donc, je vous remercie de votre attention, ça m'a fait plaisir. Puis, j'aimerais offrir encore moi-même et toutes nous, offrir nos plus sincères sympathies à la famille du défunt. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Anne-Catherine Rochette. Je suis urgentologue à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Moi, j'ai commencé ma pratique en juillet 2018 après avoir fait mon programme MU3 à l'Université Laval. Avant ça, j'avais fait ma résidence en médecine familiale à l'UMF qui est associée à l'Enfant Jésus. J'ai eu d'excellents professeurs tout au long de ma formation qui m'ont transmis leur passion pour la traumatologie, puis qui m'ont bien préparé à m'occuper de patients comme Sébastien. J'ai besoin de vous dire que je me sens très choyée d'être ici aujourd'hui pour vous parler de ma garde du 16 juin. Ma garde elle a commencé d'une façon assez standard. C'était le début de l'été, un petit dimanche soir. Ça s'annonçait tranquille. Je travaillais à l'urgence majeure avec 2 de mes collègues d'expérience, François Paquette et Éric Legendre. C'est moi qui couvrais la salle de Lyon. Au début de la soirée, on reçoit une première préalerte. Mon assistante vient m'aviser qu'on attend dans 30 minutes un polytrauma qui arrive de l'aéroport de Saint-Jean-Port-Joli. On m'annonce un homme dans la vingtaine qui aurait été impliqué dans un accident d'avion. L'autre passager de l'avion serait malheureusement décédé. Le QTPT est à 3, patient instable hémodynamiquement selon les ambulanciers. C'est ce qu'on sait pour l'instant. Que je sois honnête, initialement, on sentait quand même un petit niveau de fiabilité. Un accident d'avion, c'est pas ce qu'on a tous les jours à l'urgence. Puis, je n'étais pas la seule parce que la nouvelle a traversé l'urgence très rapidement, puis tout le monde faisait juste parler de l'accident d'avion qui s'en venait. Il faut dire que depuis l'installation de l'EQTPT, on a un peu moins de polytrauma à l'Hôtel-Dieu de Lévis parce que les EQTPT 1 et 2 du territoire sont déviés à notre centre tertiaire, l'Enfant Jésus. J'utilise le mot fébrilité parce qu'en fait, c'est un mix d'excitation et d'anticipation. Si on nous aurait annoncé un EQTPT 3, accident de voiture stable, l'ambiance et les émotions en salle de réanimation auraient été différentes. À 5 minutes de l'arrivée du patient, chaque membre de mon équipe en réa sait ce qu'il y a à faire. On est prêt et on a hâte que le patient arrive. C'est vraiment pour des moments comme ça que infirmiers, médecins, inhalos, préposés, on a décidé de travailler à l'urgence. Sébastien arrive, il me parle, il est confus. Glasgow 14. Il y a des plis au niveau du scalp. Ma résidente se met là-dessus. Son visage est déformé. Je pense à une fracture de l'effort. Il y a un collier septal qui est en place. Les symptômes sont doux. J'ai une pression à 125 sur 86, une fréquence cardiaque à 78, une fréquence respiratoire à 18, une saturation à 100% à la cardiaque. Stable pour l'instant. Le Dr Legendre s'occupe de faire les yeux. Pas de pneumothorax, pas de liquide libre. Le bassin est stable. Aux jambes, il y a une fracture ouverte au niveau de la cheville gauche. Le pouls pédieux est présent, mais Sébastien me dit que son pied est engourdi. La cheville droite aussi a l'air fracturée. On tourne le patient, il y a une grosse plume pour la fesse droite. La température est normale. Rapidement, les voies sont installées, les bilans sont faits, les plaies sont réparées, puis Sébastien part pour le taco. Je parle à mon radiologiste, j'ai demandé un panthéon. Fait qu'il est rendu 21h10 rendu là, Sébastien revient du taco. Les symptômes sont toujours stables. On fait des radiographies qui montrent une fracture luxation de l'astragale à gauche, une fracture bimalléolaire à droite.
Mon chirurgien maxillofacial arrive en réa avant même que je l'appelle. Il était dans la bâtisse, puis il avait entendu parler de notre polytrauma. Quand je vous dis que les nouvelles voyagent vite. Fait qu'il regarde les images, il examine le patient, fracture de l'effort 1. Il peut s'en occuper ce soir. À ce stade-ci, mon travail de stabilisation est en partie terminé. Ça a bien été, puis je suis très contente de mon équipe. Mais mon plus grand défi ce soir-là, ça n'a pas été la stabilisation. Comme urgentologue, mon défi, ça a été l'organisation des soins, la gestion des spécialistes, puis l'orientation finale de mon patient. Je suis pas inquiète que vous allez vous reconnaître si vous travaillez à l'urgence dans les défis auxquels j'ai été confrontée ce soir-là. Pour bien comprendre, vous devez savoir que l'Hôtel-Dieu de Lévis, c'est un centre secondaire de traumatologie. On transfère les cas de polytrauma à l'enfant Jésus uniquement lorsqu'on trouve des lésions intracrâniennes, des lésions médulaires. Donc, en gros, lorsque le patient a besoin de voir un neurochirurgien. OK, rendu 21h50, premier défi. J'ai toujours pas mon interprétation de mon tableau. Je trouve que ça commence à être long. J'appelle pour une deuxième fois le radiologiste. Le scan de la tête est normal. Au niveau de la colonne, on a une fracture de l'apophyse transverse de L4 et L5. Pas d'autre chose. Le massif facial, fracture de l'effort 1, ça on le savait. Pas de fracture acceptable du bassin, on s'en doutait. Mais il y a une fracture, comme on dit, du grand trochanter à droite, ce qui explique la plaie au niveau de la fesse. Par contre, je n'ai pas encore d'interprétation de mon tableau thorax abdominal. Ça s'en vient, puis il raccroche. Rendu là, par contre, je sais que Sébastien n'a pas d'indication d'être transféré à l'hôpital de l'Enfant Jésus dormi. Il a besoin d'avoir un chirurgien maxillofacial, un chirurgien orthopédique, possiblement un chirurgien général. Deuxième défi. Une chose que j'ai retenue de ma formation, que je me suis fait enseigner, puis que j'enseigne maintenant à mes résidents, c'est en fait comment demander une consultation à un spécialiste. Cette urgentologue, c'est vraiment un ordre. Hein? Chaque mot est important, puis l'ordre des mots employés doit être réfléchi. Hein? Tout ça pour dire que ce soir-là, il est dimanche soir, 22h. Déjà là, ça part mal. J'ai appelé mes spécialistes, puis je leur ai dit bonjour, c'est Dr. Rochette, je vous appelle pour parler d'un accident d'avion. Fait que, je vous épargne les détails des conversations, mais vous comprendrez qu'il était peut-être pas aussi fébrile que moi à l'annonce d'un accident d'avion. Puis en fait, ce que je me suis fait compte, c'est que je devais faire transférer mon patient à l'Enfant Jésus. À ce moment-là, mon radiologiste me rappelle avec les résultats du TACO thorax abdominal. Alors, on a des contusions pulmonaires étendues bilatérales, une bulle de pneumothorax à droite, mais l'étage abdominopelvien est normal. Suite à ça, la chirurgie générale et l'orthopédie se parlent entre eux et décident que le patient ne sera pas admis à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Il est 22h15 rendu là. J'appelle à l'urgence de l'Enfant Jésus, puis je parle à l'agent Dion. Pas besoin de vous dire que là, j'ai commencé en disant que j'avais un polytraumatisé accident d'avion. Ça avait joué un petit peu plus en ma faveur ce coup-là. Jean ne m'a pas posé trop de questions et a accepté le transfert. J'étais contente de mon équipe ce soir-là. Je sais que Sébastien, là, il va être pris en repas de main à l'Enfant Jésus. Il va être pris en charge par une équipe multidisciplinaire extraordinaire, sous-spécialisée en traitement du polytraumatisme. Mais une chose que je retiens de ma garde le 16 juin, c'est que j'ai l'impression que le mécanisme de l'accident d'avion, c'était impressionnant, et que ça a pu teinter certaines prises de décision. Il est rendu 22h40, Sébastien me quitte pour l'urgence de l'Enfant Jésus, puis moi je retourne dans ma salle pour finir ma garde. Fait que je tiens vraiment à remercier toute l'équipe infirmière de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui était avec moi ce soir-là, puis à Dr. Legendre et Valérie Pélodeau qui m'ont assisté les deux dans la stabilisation initiale du patient. Merci. Alors bonjour, je suis le Dr. Leblanc, intensiviste à l'Enfant Jésus. Je vais parler au nom de l'équipe médicale en traumatologie. Alors, le patient est arrivé d'abord à l'urgence de l'Enfant Jésus, où il y a l'urgentologue, le traumatic leader, qui vont évaluer le patient et nous l'envoyer ensuite aux soins intensifs. Je n'ai pas été impliqué comme intensiviste dans le cas, mais il y a une équipe de 10 intensivistes, on travaille à tour de rôle à chaque semaine et on prend en charge ce genre de traumatisé-là.
Notre rôle à nous va être de gérer le ventilateur, de sevrer le ventilateur, ça peut prendre quelques jours, de gérer les amines, le traitement du sport, la nutrition. On a un rôle dans l'évaluation tertiaire du traumatisé, on est surtout un chef d'orchestre. Alors, un peu comme l'urgentologue, l'intensiviste ou le traumatologue après nous, on est le most responsible physician. On est le coordinateur. On parle aux consultants, on discute avec les consultants, on s'assure que tout est fait selon les normes. On a heureusement plein de professionnels avec nous, nutritionnistes, physio, ergo, travailleurs sociaux, infirmières de liaison. Il y a toute une équipe qui prend en charge nos traumatisés. Dans le cas actuel, on n'a pas eu besoin d'un long séjour aux soins intensifs. Le sevrage ventilatoire s'est fait assez rapidement, le sevrage des vasopresseurs aussi. Il a évolué de façon spectaculaire et ensuite il est allé en traumatologie, où l'omnipraticien là fait office de most responsible physician, va coordonner les soins avec tous les autres professionnels. La communication est généralement très bonne et c'est important dans les cas de traumatologie que la communication soit bonne, claire et précise. On sait toujours qui est en charge du malade comme médecin. On va réaliser peut-être qu'après, à la sortie du centre hospitalier, c'est beaucoup moins clair qui est le most responsible physician. Chez nos conférenciers précédents, on voyait que les enjeux de communication, c'est vraiment très difficile dans le pré-hospitalier. C'est beaucoup plus facile dans notre centre hospitalier de gérer les communications parce qu'il y a un leader identifié à chaque étape, à la lettre. Ce qui est peut-être moins acceptable à mes yeux, c'est que par la suite, il n'y a pas ce leadership-là. On en parlera avec mes collègues qui vont poursuivre la conférence. Alors, bonjour tout le monde. Pour faire suite à mon collègue des soins intensifs, Dr Leblanc, je me présente. Moi, c'est Marie-Michel Charret. Je suis l'assistante infirmière-chef sur l'unité de traumatologie de l'hôpital de l'Enfant Jésus. Donc, pour vous situer un petit peu, c'est une étage de 18 lits, donc 4 lits de soins intermédiaires. Alors, j'ai le plaisir de travailler avec tout ce beau monde-là, que ce soit les collègues des soins intensifs, les infirmières de réadaptation qui sont dans la salle, les infirmières de liaison et une superbe équipe multi qui est là tout le long de l'épisode de soins du patient. Donc, je rencontre moi aussi là, plusieurs enjeux lors de la trajectoire de soins du patient par mon rôle, et ce très tôt, dès même son transfert, et ce même avant son transfert sur l'unité. En effet, il faut comprendre que dans le contexte actuel, c'est parfois difficile pour moi de trouver un lit pour le patient au moment même où il est libéré des soins intensifs. Mais par contre, on le sait que ce serait ce qui est le plus favorable pour l'évolution du patient afin qu'il reçoive les bons soins et surtout au bon moment. Donc, vous voyez depuis le début un petit peu comment le patient là, a dû changer à maintes reprises de milieu. Alors, pour moi, c'est important de faire tout en mon pouvoir pour lui sélectionner la chambre optimale pour lui éviter beaucoup de transferts durant son séjour. On est ici un patient qui ressent déjà une énorme perte de contrôle. Alors, si on ajoute des changements de chambre, aussi banal que ça puisse paraître, pour lui, j'augmente son sentiment de perte de contrôle. Avec le temps, je me suis rendu compte, et Dr Leblanc en a parlé, de toute l'importance d'établir une bonne complicité avec mon assistante, aussi infirmière des soins intensifs et avec l'intensiviste. Parce que ça nous permet d'acquérir une bonne connaissance vraiment de l'état de notre patient, mais aussi de sa situation familiale. Je vous donne un exemple ici. En fait, dans le cas présent, on n'avait pas été mis au courant que monsieur qu'il y avait eu un décès dans le fond dans l'accident. Alors, l'équipe présente n'osait pas aborder le sujet directement avec le patient, alors qu'il aurait probablement bénéficié de pouvoir en parler de façon directement dès son transfert. Un autre enjeu pour moi, c'est d'amener mon équipe vraiment à intégrer la famille au sein vraiment des soins. Parce que ça favorise, je vous l'ai dit tout à l'heure, le sentiment de contrôle. On a un patient qui est en perte de contrôle un petit peu, donc de favoriser l'intégration de la famille, c'est vraiment un plus pour eux. On se remet dans le contexte. On a une petite famille où tout allait bien avec des jeunes enfants. Survient un bête accident, la vie chamboule, on est en grande situation de crise, on est souvent ce qu'on appelle une surcharge émotionnelle. On a beau expliquer maintes et maintes fois et donner plusieurs informations à la famille ou aux patients, mais la rétention est difficile. Moi, ce que j'en ai compris avec le temps, c'est que souvent de prendre 15 minutes vraiment bien senties avec la famille dès le transfert du patient pour lui expliquer c'est quoi un omnipraticien de traumatologie, ça va être un petit peu
leur fort, leur point d'attache durant le séjour. Comment ça fonctionne? On a vraiment une différence de ratio infirmière-patient par rapport aux soins intensifs. Si on n'explique pas directement leur transfert, bien souvent, une infirmière pour 9 patients en diade le soir, ça change un petit peu la donne. Donc, quand on l'explique dès le départ, vraiment, ça fait toute une différence. C'est de rappeler aussi à mon équipe que de façon quotidienne, que la proximité et l'inclusion des familles dans les petits gestes du quotidien, ça peut vraiment faire une différence, même si ça peut demander parfois beaucoup de patience. Bon, on s'attend maintenant que le patient il ait des soins intensifs, son état de santé s'améliore, on est content, on est rassuré. Mais maintenant, il faut allier la réadaptation précoce avec les soins aigus encore. Et ça, c'est tout un défi. En fait, c'est de réussir dans les soins aigus à mettre la réadaptation au premier plan. C'est certain que moi, on a encore à coordonner des changements de pansement, différents soins, mais il faut garder en tête de laisser une grande place pour la réadaptation. Parfois, ça passe simplement par promouvoir un soulagement de la douleur vraiment optimal. Ça va s'assurer que le patient va pouvoir mettre en pratique les habiletés qu'il va acquérir lors de ces séances de réadaptation. On va le voir tout à l'heure avec mon collègue Olivier, mais c'est pas toujours simple. Ça nous arrive même de devoir faire vraiment un horaire détaillé heure par heure pour pouvoir réussir à concilier le tout. Alors, et pour favoriser aussi des petites périodes de repos à notre patient. Donc, je cède la parole à mon collègue Olivier. Bonjour. Je me présente Olivier Leblanc, physiothérapeute. J'ai pu suivre M. Robichaud lors de son hospitalisation. Alors, dans la trajectoire de traumatologie, vient s'insérer à un certain moment la réadaptation, oui. À quel moment? Bien, le plus tôt possible, c'est ce qu'on souhaite. Donc, dès que la stabilité du patient le permet. Notre objectif est donc souvent de commencer aux soins intensifs. C'est ce qu'on a pu faire dans le cas de M. Robichaud, soit le 3e jour, plus précisément, suivant son émission. C'est certain que la réadaptation est une affaire d'équipe, surtout en soins aigus. Physio, ergo, mais orthophonistes aussi, infirmiers, préposés et autres. Le but étant d'intervenir précocement pour retrouver de l'autonomie rapidement, mais aussi éviter certaines complications. Parce que c'est certain qu'intervenir précocement amène aussi certains risques. Je pense entre autres à la stabilité du patient qui peut changer rapidement. Aussi la tolérance à l'effort, donc qui peut nous causer des soucis parfois. Mais il y a également beaucoup de restrictions de mobilisation d'articulation, aussi restrictions de mise en charge au niveau des membres atteints. Donc c'est certain qu'il y a des enjeux, des défis. Marie-Michel nous en a parlé beaucoup aussi, qui peuvent être en lien avec la réadaptation, donc au niveau de la disponibilité, au niveau de l'horaire. On est plusieurs professionnels aussi à intervenir un peu en même temps, donc c'est certain qu'il y a un défi là, au niveau de l'horaire entre les soins qui sont nombreux, les examens médicaux, mais on réussit bien souvent à trouver notre place. J'aimerais aussi dire qu'il y a la disponibilité peut-être émotionnelle du patient, dans le sens où le patient n'est pas toujours prêt à commencer activement, à participer activement à la réadaptation, puis ça c'est quelque chose aussi qu'on doit être confronté. Parce que c'est facile à comprendre dans le cas de traumatisme sévère que cette composante-là peut être pas facile. J'ajouterai aussi les périodes de l'année qui font varier beaucoup des fois le nombre de patients admis en traumatologie. Donc, par exemple, une grosse fin de semaine d'été où il va y avoir une dizaine de nouveaux traumas, c'est certain que pour nous, on va avoir de la difficulté dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, à pallier à la demande, puis à pouvoir offrir le service qu'on aimerait, qu'on souhaiterait à cette clientèle-là qui est beaucoup plus nombreuse. Dans le cas de M. Robichaud, on était capable tout de même d'intervenir assez rapidement. On avait une limitation au niveau des transferts, donc aucune mise en charge bilatérale des membres inférieurs. Par contre, on avait quand même une bonne intégrité des membres supérieurs et aussi une excellente condition physique préalable, ce qui a permis de faire des progrès assez rapidement. Une fois les soins intensifs passés, transfert donc à l'étage traumato, M. Robichaud a pris de l'endurance assez rapidement, diminution de douleur, augmentation de tolérance assise. Il était capable de maîtriser le transfert au lit, mais aussi le transfert au fauteuil roulant, donc avec une planche de transfert, sans mettre de mise en charge sur ses jambes. Je crois que c'est tout de même un avantage qu'on a à l'Enfant Jésus aussi, de pouvoir être le même thérapeute qui suit le patient des soins intensifs jusqu'à l'étage traumato. Ça permet d'avoir une meilleure continuité, mais ça permet aussi d'établir un lien de confiance avec le patient, puis aussi avec la famille.
D'ailleurs, la conjointe de monsieur était souvent présente lors des séances, puis je crois que c'est quand même un facteur déterminant dans l'évolution favorable de la réadaptation d'un patient polytraumatisé. Autant au niveau du support, de la motivation, mais aussi de la rétention des conseils, des exercices. Ensuite, un autre enjeu qui me concerne peut-être le départ de l'hôpital. C'est là que la continuité du suivi peut se corser un peu. Si le patient se dirige en centre de réadaptation, c'est certain que ce n'est pas un problème. Mais si le patient retourne à domicile ou si le patient est régionalisé, comme dans le cas de M. Robichaud, des fois, ça va être difficile de trouver la bonne ressource pour permettre de continuer les progrès et de continuer la réadaptation. Ça serait intéressant parfois d'avoir des liens plus étroits peut-être avec différents acteurs dans le réseau, mais aussi plus de communication entre les physios. Je vais laisser la parole à Nancy tout de même pour le côté liaison, mais en physio, il y a certainement là un enjeu de permettre aux patients d'avoir un suivi qui se continue en externe pour maximiser les chances de récupération et éviter que les patients se retrouvent un peu démunis avec une évolution plus difficile. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on est sorti du réseau, c'est difficile d'y réentrer bien souvent. Les services en externe, c'est un casse-tête pour l'infirmière de liaison souvent. Je m'appelle Nancy Laluche, je suis infirmière de liaison au programme de traumato. Je vais vous présenter sommairement le rôle de l'infirmière de liaison, puis surtout les enjeux en lien avec les polytraumatisés. Dès l'admission des patients, notre rôle, c'est de prendre en charge les patients le plus rapidement possible et leurs familles au besoin. Nous, on regarde les admissions à tous les jours. C'est journalier, à tous les jours, on fait une révision des admissions à l'hôpital et on va lire les dossiers des patients pour prendre en charge les polytraumas et on fait un registre de traumato qu'on appelle. C'est une note maintenant qui est rendue légale aussi. Et ça fait un résumé des blessures des patients, de l'événement, aussi de l'état neurologique des patients, des chirurgies qu'il y a eu, des transferts et aussi d'où qui vient. Donc, on distribue ça à l'équipe de traumato, les physios, les travailleurs sociaux, les psychologues aux besoins, les ergots, les archivistes, les assistants infirmières-chefs. Et ça permet l'introduction au programme de traumato le plus rapidement possible du patient dans l'équipe. C'est le début du processus de prise en charge rapide qu'on appelle en traumato. Notre prise en charge se fait surtout aux soins intensifs, à l'étage de traumato et aussi sur les autres unités de soins. Tout dépendant de l'achalandage, on se ramasse avec des patients qui sont en neurologie, en orthopédie et qui sont aussi polytraumatisés. Tout au long de son séjour, l'infirmière de liaison, ce qu'il faut qu'elle fasse beaucoup, c'est qu'elle surveille l'évolution du patient, qu'elle ait une vue globale de l'ensemble du patient et de son évolution. Elle assiste aux réunions et elle observe beaucoup. Il faut avoir en gros une capacité d'observation parce que c'est rapide. C'est important d'avoir une vision globale du patient et de sa famille. Lors de la prise en charge de M. Sébastien Robichaud, lundi, le 17 juin pour nous, on avait comme information un accident d'avion, un patient en soins intensifs. Donc, on est arrivé, on a vu le dossier, un jeune homme de 29 ans, polytraumatisé. Les principales blessures, c'est important que la liaison ait un esprit général de ça, parce que ça va déterminer l'orientation. Donc, on avait un traumatisme crânien léger complexe, avec un Glasgow initial à 14/15, mais avec un patient qui était ventilé, sédationné et intubé. Donc, c'est important de surveiller l'évolution du traumatisme crânien tout au long de l'hospitalisation après, pour être sûr que la gravité ne change pas, qu'on ne bascule pas dans un modéré ou un sévère, car l'orientation va être différente. Aussi, on avait des fractures lombaires, donc l'importance de vérifier les blessures neurologiques au cours de la réadaptation, pour s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de blessures neurologiques médulaires, parce que l'orientation aussi, elle est différente. On a aussi l'importance à ce moment-là, dans les cas de polytraumatisés, il faut regarder beaucoup, il y avait 2 blessures au niveau des membres inférieurs. Donc, ce qui est important à savoir, c'est la mise en charge. Les restrictions orthopédiques sont importantes pour nous. On n'avait pas de blessure au membre supérieur, donc on s'attend à un patient qui devrait être autonome, avec la forme physique que Sébastien avait, rapidement, le transfert des fauteuils roulants. Donc, l'orientation finale, de notre part, elle est souvent une convalescence à domicile. Puis, l'infirmière de liaison aussi doit très bien connaître ses corridors de service puis les ententes du ministère, parce que là, on est un centre
centre de traumato. Et on n'a pas tellement de lits pour desservir le reste du Québec, parfois à l'ouest, comme dans le cas de M. Michaud. Et même, depuis que le maire là-bas, on fait la promotion de le Québec, l'international. On a des transferts à travers le monde à organiser. Enfin, de définir l'orientation de M. Michaud, c'est important de savoir toutes ses blessures. Et en plus du type de blessure, il fallait aussi avoir l'avis du patient. C'est très important. Et de sa famille. C'est sûr qu'un ordre de domicile, comme il a été fait, si on n'a pas la présence du patient qui est beaucoup, qui est willing, comme on dit dans le jargon, et de la famille, c'est impossible. Donc, en raison de ces blessures, de la non-mise en charge, qui était de 6 semaines à droite et 3 mois à gauche, on avait un retrait à domicile, avec de nombreux enjeux pour nous, pour toute l'équipe. Le premier enjeu, c'était la distance. M. Robichaud demeurait à Montréal, dans la région de Montréal, dans le Val-Saint-Jérôme, donc à 3h20 de notre centre. L'autre enjeu était aussi d'obtenir les ressources à domicile, l'adaptation, le fauteuil roulant, toutes ces choses-là, à 3h20. Quand on a le droit de mise en charge, c'est plate de revenir à 3h20 pour tel fauteuil roulant. Donc, il faut souvent faire affaire avec des fournisseurs de la région. Et nous, on ne les connaît pas tous, et c'est particulier. Obtenir aussi, il y avait aussi la gestion de l'élevage. Quand M. Robichaud, je l'ai rencontré, il est encore calmement sous-cutané. Donc, on ne va pas beaucoup à la maison avec des calmants sous-cutanés. Il y avait aussi l'endurance limitée. Malgré qu'il était bon au transfert, il y avait quand même une endurance qui était diminuée à cause de la perte du sang, l'hémoglobine qui était quand même encore assez basse. Il y avait le suivi orthopédique et maxillofacial aussi qu'il fallait organiser dans sa région. Encore là, faire 3h20 pour venir voir l'orthopédiste 15 minutes, c'est long. Donc, il y avait ça aussi. Il avait le désir aussi de Sébastien et de sa famille qui avait mentionné qu'il voulait être rapproché le plus tôt possible de leur région. Et aussi, on est un centre tertiaire, comme je l'ai dit. Fait que les corridors de service, c'est dès que les soins tertiaires sont terminés, on va en centre secondaire si on est capable, ou on va à la maison parce que le patient est très autonome. Fait que pour ces raisons-là, monsieur a été transféré au centre hospitalier secondaire de Saint-Jérôme. Et pour finaliser, dans le fond, la réadaptation et le retour à domicile, se procurer un fauteuil roulant, augmenter un petit peu l'endurance et organiser le retour à domicile. Le problème qu'on a en liaison puis avec l'équipe, puis comme Dr. Leblanc l'a expliqué tantôt aussi, c'est que les blessures orthopédiques graves sont une clientèle avec beaucoup d'enjeux. Les services en externe sont très limités. Les patients sont capables d'aller à la maison faire leur convalescence, mais il n'y a pas beaucoup de services à domicile. Donc, pour ce qui est de la prise en charge en physio, il y a des cliniques privées. Encore là, le patient doit se déplacer. La maison est adaptée temporairement. Souvent, il y a des escaliers. Les patients étaient pas en fauteuil roulant, ils n'ont pas de voiture adaptée non plus. Les services de transport sont coûteux pour aller à des traitements comme ça, à moins de faire le transfert à la voiture, qui n'est pas toujours facile. Il y a aussi le service pour les personnes à mobilité réduite qu'on n'a pas accès, parce que les gens, c'est une incapacité temporaire. Pas de service de voiture de transport adapté pour ça. C'est le transport adapté privé qu'il faut payer. Et comme Québec, c'est environ une centaine de dollars par déplacement et retour, donc c'est distances. Aussi, il y a les adaptations à domicile, les C3S dans le fond. Ils pourraient intervenir, mais souvent, l'aide communautaire, ménage, repas, tout ce qui est ça, c'est des délais d'attente de 6 mois à 1 an. Le patient en a pour 3 à 4 mois de convalescence. Il est souvent trop tard. Il y a les services privés aussi qu'on peut utiliser. Encore là, c'est assez dispendieux. C'est des blocs de 3 heures et c'est en général $100 pour une journée. Donc, c'est un enjeu. Aussi, la gestion de la douleur. C'est très compliqué. Le patient qui est à l'hôpital avec une prescription d'analgésique qui est restreinte en raison des narcotiques. Et souvent, le patient, il voit l'orthopédiste dans 6 semaines, ou des fois dans 8 semaines, tout dépendant. Et il n'y a pas de médecin de famille souvent. Aussi, les médecins de famille, quand il y en a un, le patient est en forme, il est jeune, il l'a vu sur 2 ans. On n'a pas envoyé des résumés de dossier, les médecins de famille ne peuvent pas prescrire à distance sans voir le patient. Et ça, c'est un gros enjeu, c'est la gestion de la douleur. Quand les patients sont au Québec, c'est souvent moi qui fais le lien. Et grâce à des zones traumato, je peux dépanner au moins 1 fois ou 2 le patient. Mais dans l'Ouest, un petit peu loin, puis là, on parle aux patients dans le contexte.
Montréal, comment ça fonctionne, et pour Québec, c'est comme ça aussi. Après ça, il y avait aussi les critères de centre de réadaptation. Donc, les critères de centre de réadaptation de la plupart des centres de réadaptation sont une prise en charge lorsque le patient va en droit de marcher. Ce qui veut dire dans 3 mois. Encore là, c'est des services en externe. Le patient doit se déplacer et la prise en charge 3 mois, c'est long. Parce que souvent, le patient a besoin aussi de gestion de douleur. Souvent, face à un transfert, il y a des lots d'autres douleurs, des épaules, des choses comme ça. Ils ont besoin aussi d'un support psychologique à cause de la gravité de l'accident, du décès, etc. Et souvent, ces services-là sont encore en clinique privée et en externe. Donc, il n'y a pas beaucoup de services à domicile pour le patient, à moins d'avoir beaucoup de côté, puis d'aller au privé, pour venir les gens à domicile, puis on paie, puis voir les assurances. Puis encore là, les assurances, ils ne payent pas tous. Fait que, bref, ce que je peux dire, c'est que les orthopédiques, le polytrauma, les orthopédiques graves, peut retourner à la maison. Il est capable. Mais ça a un gros enjeu à cause qu'on a les ressources qui sont très limitées à domicile. Et ça prend une famille extraordinaire avec un patient qui vit beaucoup. Ça fait ça. De donner du sens à notre présentation, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'entendre la voix de notre usager. J'aimerais qu'on accueille M. Sébastien Robichaud. Je commence par dire merci à tous ceux qui étaient présents pendant l'événement et qui ont aidé, puis à tous ceux qui s'impliquent dans le système. Des fois, avec les années dans le système de santé, vous en avez peut-être pas, vous faites des petites affaires au jour le jour, mais votre implication est tellement importante. J'ai tellement d'exemples de personnes qui sont impliquées et qui ont eu un effet bénéfique sur moi. C'est peut-être dans ma guérison que dans mon dé que votre impact est vraiment important, même si des fois vous l'oubliez. Je suis non seulement pilote pour le loisir, mais je suis aussi pilote commercial. Je travaille dans une petite compagnie à Mirabel. C'est le Boeing 737, c'est 100 passagers. J'ai un poste de gestion. Donc, mes horaires sont jamais 8 à 4, avec seulement 40 heures semaine. Mais j'ai aussi une compagnie de gestion immobilière pour mettre un peu d'argent de côté. Puis j'investis tout ça aussi au travers 2 jeunes enfants et une femme que j'aime. Donc, je trouve le moyen de coordonner ça. Mais disons que les 8 derniers mois, je ne voyais pas très haut, et c'est un gros changement de vie. La douleur, c'est une chose, mais l'incapacité de faire certaines choses, puis d'accomplir certains projets, c'est une douleur qui, dans mon cas, était bien pire, qui n'est pas quantifiable. Ma famille, on en mange de l'aviation. Mon père est retraité d'Air Canada, mon frère travaille chez Transat. Ma soeur, c'est la licence de pilote privé pour voler pour le plaisir. Ma mère, c'est comme atterrir. Vincent, sur mes traces, c'est à l'université en même temps de faire ses cours de pilote. Puis cette journée-là à l'aéroport, comme ça a déjà été mentionné, les parents étaient présents, j'avais des tantes, des cousins, des amis de la famille. On a tout vu l'avion monter à 400 pieds puis virer de façon incontrôlée jusqu'à temps qu'on disparaisse derrière les arbres. Ils ont tous accouru, les personnes qui pensaient qu'il y avait encore quelqu'un qui restait là. C'est assez incroyable, toute l'information qui est enregistrée sur mon téléphone. C'est vrai, l'information est enregistrée sur mon téléphone. J'ai été capable de tracer toute ma journée, du moment que je suis parti de chez moi à Mirabel, mon départ de l'aéroport qui est Perrault, à l'ouest de Montréal, mon arrivée à Saint-Laurent-Porgély, le seul entour que j'ai fait dans la journée, puis après ça, mon transfert d'ambulance jusqu'à Lévis, puis l'enfant Jésus. Par contre, je suis obligé de baser une partie de mon témoignage sur ce qui m'a été raconté parce que j'ai aucun souvenir de la partie de avant mon dernier collage jusqu'à 3 jours après à l'hôpital. Certains diront que c'est un mécanisme du corps pour éviter la douleur, mais je peux vous assurer que c'est une épreuve en soi. De toujours se demander qu'est-ce qu'on a fait de pas correct, et qu'est-ce que j'aurais dû faire de différent, d'essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. On a eu la chance d'avoir un ambulancier lors de l'événement. Ce dernier a utilisé sa radio pour envoyer les secours directement au bon endroit. Les premiers
de l'appel 911 dirigeait les secours vers l'aéroport. L'accident, on était environ à 100 mètres d'aéroport, pas très loin, mais par la route, ça représente 1,2 km, soit un bon 2 minutes. Puis pour vous dire à quel point ça s'est joué de quelques secondes, c'est le premier policier qui est arrivé sur les lieux qui a fourni l'extincteur, qui a permis d'éteindre le feu qui commençait. À ce moment-là, il y avait 5 personnes avec nous dans le fossé. Il y avait moi qui était encore coincé, mais 5 étaient coincés. Puis 50 litres d'essence qui attendaient juste de prendre en feu. Une fois que les ambulances étaient en route vers Montmagny puis Lévis, mes parents étaient plus en mode de garder le restant de la famille au courant, c'est-à-dire mon frère, ma soeur, ma femme, les parents de Vincent. Puis c'est à ce moment-là que les policiers sont venus annoncer à mes parents que j'étais décédé, que j'étais rendu à Montmagny. Ça a fait beaucoup de confusion parce que initialement j'étais parti en meilleur état dans l'ambulance que mon cousin. Puis je suis allé à Lévis. Donc mon père est parti avec les policiers à Montmagny pour constater le décès de mon cousin. Un des faits marquants dans un accident comme ça, que pour quelqu'un d'actif comme moi, c'est le temps que ça prend de réaliser la gravité de ses blessures. 3 jours après l'accident, quand je commençais à prendre conscience, je me demandais dans combien de jours j'avais recommencé mon entraînement pour la remise. Ma forme physique, c'est certainement un facteur qui m'a aidé dans mon établissement et dans toute cette épreuve. Je n'étais peut-être pas encore en vrai temps de le faire pour avoir fait de la Ironman, mais j'étais quand même au meilleur de ma forme. J'ai eu le premier choc de retour à la réalité quand un des médecins qui m'avait opéré m'a dit que j'avais à peu près juste 1% de chance d'être capable de courir. Je suis sûr que le 1% était juste là pour ne pas dire 0. Je n'ai pas encore officiellement réussi à me faire mentir les stats, mais je fais 3-4 heures de vélo par semaine, 12 heures de natation. On était sortis quand même assez bien. La deuxième claque, c'est les premières semaines où la guérison, après les premières semaines où la guérison va bien, puis le reste aussi. La douleur est très présente. Puis, n'importe quelle chose que je faisais, je comparais avec avant. Donc, la force que j'avais avant, le temps que ça m'aurait pris avant, le nombre de choses que j'accomplissais avant. C'était vraiment difficile. Parce qu'en plus de finir mes journées complètement brûlées, même si je n'avais pas fait grand-chose, je repensais toujours à l'accident. J'avais l'impression d'être incapable de combler. J'avais aussi un sentiment de culpabilité. Pourquoi mon cousin, lui, il ne pouvait rien faire pour éviter l'accident, il était assis en avant comme passager. Ça prend quand même un certain temps pour regarder de se dire que j'ai jamais voulu que l'accident arrive. J'ai jamais fait de quoi pour que l'accident arrive. Puis il faut juste que je regarde vers l'avant et que je vive avec ce qui est arrivé. Dans mon entourage, j'ai la chance d'être bien supporté. J'ai le docteur Jacques Ribet, qui est un docteur de l'Université, qui était non seulement celui qui a le mieux vu l'accident, parce que des collègues sont vraiment derrière moi, mais il m'a aussi suivi mon dossier médical par la suite. Puis, il m'a supporté beaucoup parce qu'il avait vécu une épreuve similaire dans sa vie. Il avait eu un accident d'auto avec sa blonde du temps, puis il était décédé. Il savait un peu qu'est-ce que je vivais, puis il m'appelait dans les bons moments pour en parler, puis il me réorientait dans les bonnes directions. Parce qu'une fois le congé d'hôpital obtenu, c'est parfois difficile de se orienter dans la guérison. Infirmière à domicile, orthopédiste, plasticien, ergo, physio, psychologue, médecin de famille, microbiologiste. J'ai vraiment dû expliquer mes blessures 100 fois. Au moins la compréhension que j'en avais. L'autre partie des qu'on parle sûrement rarement, c'est l'impact sur les gens qui ont eu l'accident. D'autant plus ceux qui ont été dans le fossé qui nous ont aidés. Plusieurs personnes n'ont pas travaillé dans les jours qui ont suivi et dans les semaines qui ont suivi. J'ai vraiment eu beaucoup de réconfort qu'en attendant des fêtes, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs. Plusieurs étaient même surpris de me voir marcher après avoir vu comment j'étais sorti de l'épave. Saint-Jean-Borgelis, c'est un petit village. Même si on n'était pas officiellement du coin, moi et Vincent, notre famille est très connue là-bas, puis tous ont déjà entendu parler de l'accident. Mon cousin Vincent était connu pour sa joie de vivre. En regardant des photos de lui, j'en ai pas trouvé où c'était une souris. Il avait du leadership, il était travaillant et discipliné. Il avait le potentiel d'accomplir de grandes choses, et il accomplissait de grandes choses. Il a changé à tout jamais ma vision sur la vie.